Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, petite devinette pour commencer la vidéo. D'après vous, quel est le lien entre une lettre de dénonciation, un policier qui porte un casque original en Inde, une prison qui va brûler en Iran, le président Emmanuel Macron ou encore un porte-avions? La réponse, elle est toute simple. Ce sont des informations qui ont fait la semaine du 13 au 19 avril. Donc aujourd'hui, deuxième vidéo concernant le récapitulatif de la semaine au niveau de l'actualité. Donc vous vous en doutez, l'actualité est véritablement marquée par la crise sanitaire mondiale concernant le coronavirus. Donc la plupart des informations que je vais traiter durant cette émission vont concerner ce sujet, et notamment toutes les conséquences qui vont découler de cette pandémie mondiale. À côté de ça, je vais essayer de développer certaines informations qui n'ont rien à voir, histoire un peu de sortir de ce contexte ambiant. Du moins, je vais essayer de faire du mieux pour essayer de vous sortir de ce contexte. Et je rappelle également que le choix de l'actualité est purement subjectif. C'est-à-dire, je le rappelle, il y a des milliers d'informations dans le monde chaque semaine. Donc, le choix d'une dizaine d'actualités est purement et simplement arbitraire. Donc, si vous avez quelconque remarque, quelconque information que vous voulez faire remonter, dites-le moi dans les commentaires et je ne manquerai pas d'en discuter avec vous. Ces précisions étant faites, nous allons pouvoir démarrer la session du récap de la semaine en évoquant comme d'habitude les 7 infos de la semaine, le débat de la semaine et la fake news de la semaine. Nous sommes le 20 avril 2020, au 35e jour de confinement, et voici le deuxième numéro du récap de la semaine. Sachant que la crise sanitaire mondiale marque notre quotidien, j'ai trouvé judicieux déjà de faire un petit bilan chiffré de cette crise. On compte à l'heure actuelle, donc c'était dimanche soir, on compte 2 331 318 cas de confirmés pour 160 502 personnes tuées, ce qui en fait un bilan qui ne cesse d'augmenter. Et il faut savoir que ce bilan est à minorer puisque tous les pays ne pratiquent pas un dépistage massif. L'Europe reste le continent le plus touché avec plus de 101 000 victimes, ce qui en fait un bilan chiffré assez important. On compte également plus de 1 million de personnes touchées par le virus. À côté de ça, il est assez intéressant de voir que l'Organisation mondiale de la santé a fait une conférence concernant l'évolution de la maladie. Donc ce qu'ils ont mis en avant, c'est que il y a une réelle crainte d'une deuxième vague concernant l'épidémie, puisque tout simplement on craint que le déconfinement hâtif de certains pays puisse réenclencher la maladie. De même, ils ont mis en avant que seul un virus pourrait arrêter et stopper les différents dégâts. Et à côté de ça, ils ont indiqué que ce virus est maintenant 10 fois plus mortel que la grippe H1N1 qui a touché le monde il y a quelques années. Donc les États-Unis restent le pays le plus touché avec plus de 170 000 cas recensés pour plus de 41 000 victimes de ce virus, avec New York qui est véritablement l'épicentre aux États-Unis, puisqu'on compte plus de 13 000 décès dans cette ville. En France, le cas est légèrement différent puisqu'on compte 112 000 cas, 19 000, un petit peu plus de 19 000 personnes décédées. Mais ce qui est assez rassurant, c'est qu'on voit que le nombre de personnes en réanimation, et notamment les cas graves, sont en train de diminuer de façon assez importante, puisque on compte plus que 206 personnes en réanimation. La précision de ces chiffres étant faite, on va pouvoir maintenant développer les 7 points de l'actualité, dont la majorité vont découler des conséquences de cette crise du coronavirus. Françaises, Français, mes chers compatriotes, nous sommes en train de vivre des jours difficiles. Nous ressentons tous en ce moment la peur, l'angoisse pour nos parents, pour nous-mêmes, face à ce virus redoutable, invisible, imprévisible. Le discours d'Emmanuel Macron fut sans doute le temps fort de la semaine dernière au niveau de l'actualité nationale.
Donc il a été suivi par 37 millions de Français et ce fut le quatrième discours présidentiel durant cette période. Il a duré un petit peu plus de 27 minutes. Donc ce discours, il est assez intéressant puisque il a introduit en évoquant la dureté de la situation actuelle, la fatigue de la lassitude pour certains, pour reprendre ses propos. Il a ensuite souligné à plusieurs reprises que les résultats commençaient à se voir et a mis en avant une sorte d'espoir concernant la situation. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il a mis en avant un calendrier qui va un petit peu fixer les différentes semaines au niveau du confinement et du déconfinement. Partout, en hexagone comme dans les Outre-mer, le système est sous tension. Et l'épidémie n'est pas encore maîtrisée. Nous devons donc poursuivre nos efforts et continuer d'appliquer les règles. Plus elles seront respectées, plus nous sauverons de vies. C'est pour cela que le confinement le plus strict doit encore se poursuivre jusqu'au lundi 11 mai. Donc pour commencer, s'il y a une date à retenir, c'est le 11 mai. En effet, c'est la date qui est ressortie lors de ce discours. Ce n'était une surprise pour personne que le président allait annoncer un prolongement pratiquement de 1 mois du confinement. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que réellement, c'est ce qui a surpris tout le monde, c'est qu'il a fixé une date. Les scientifiques prévoyaient au début du confinement 6 semaines de maintien à domicile à compter donc du 17 mars. Et donc, on voit qu'avec cette date du 11 mai, le président décide d'aller plus loin. Donc ce déconfinement, il ne le fait pas sans mettre en avant différentes choses. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la question des masques et également des tests qu'il espère avoir en quantité suffisante. Donc les masques, il veut que tout le monde en ait la possibilité de pouvoir s'en procurer, puisqu'il compte sur une augmentation assez exponentielle des effectifs. Mais également concernant les tests, il veut que ce soit toutes les personnes qui ont des symptômes qui puissent véritablement accéder à ce dépistage. Il a évoqué également le débat sur le tracking, c'est-à-dire le dispositif électronique qui pisterait sur la base du volontariat les Français durant la fin de confinement, le but étant avant tout d'éviter une seconde vague de l'épidémie. Il a cependant mis en avant le fait que les personnes les plus vulnérables, les plus âgées, également avec un handicap ou atteintes de maladies chroniques, devraient rester confinées même après le 11 mai. L'autre point assez important qui est développé, c'est le cas de l'école. Effectivement, alors qu'une grande partie des élèves sont aujourd'hui en vacances de printemps, beaucoup de parents s'interrogeaient sur la date de la reprise des cours. Donc Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, avait annoncé une date autour du 4 mai. Cependant, le président de la République a précisé que le lundi 11 mai serait une véritable nouvelle étape concernant la reprise. Donc il a évoqué que les crèches, les écoles, les collèges, les lycées devraient rouvrir de façon progressive avec une obligation de protéger les espaces. Donc effectivement, on voit une certaine progressivité. En revanche, les cours en université ne reprendront pas avant le mois de septembre dans l'enseignement supérieur. Donc cette question de l'école, on la reprendra tout à l'heure dans le débat. Il a également mis en avant le fait que les lieux rassemblant du public, tels que les restaurants, les cafés, les hôtels, les cinémas, restent eux toujours fermés, de même que les grands rassemblements, c'est-à-dire tout ce qui est festival, match de foot. Donc tout cela ne pourra pas se tenir en public avant la mi-juillet. Enfin, il a précisé que face à l'augmentation du chômage partiel, puisque on compte à peu près 700 000 entreprises et associations pour 8 millions de salariés qui ont fait la demande depuis le début du confinement. Donc face à cette situation, le président a décidé une aide exceptionnelle à verser aux familles les plus modestes avec enfants ainsi qu'aux étudiants précaires. Il a annoncé également la mise en place d'un plan spécifique pour relancer les secteurs durement touchés tels que le tourisme ou la restauration.
Enfin, il souhaite que les banques décalent leur échéance de remboursement. Il a évoqué la situation internationale en mettant en avant le fait qu'il était prêt à annuler la dette des pays africains afin de les aider un maximum face à la pandémie. Il a également évoqué le fait que les frontières de l'Union européenne resteraient fermées aux pays qui n'appartiennent pas à la zone, et ce jusqu'à nouvel ordre. Enfin, le moment, soyons honnêtes, a révélé des failles, des insuffisances. Comme tous les pays du monde, nous avons manqué de blouses, de gants, de gel hydroalcoolique. Nous n'avons pas pu distribuer autant de masques que nous l'aurions voulu pour nos soignants, pour les personnels s'occupant de nos aînés, pour les infirmières, les aides à domicile. Il a reconnu l'impréparation du gouvernement face à la situation, tout en soulignant la capacité de réaction de la nation. Et lui aussi, comme l'OMS, il a précisé le fait que seul un vaccin pourrait nous sortir de la situation, d'où le fait qu'il va également engager des fonds sur la recherche de façon beaucoup plus importante. Donc, deuxième actualité assez intéressante de la semaine, c'est le cas du Charles de Gaulle. Donc, le Charles de Gaulle, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout un porte-avions de la Marine nationale française, dont le bâtiment majeur et la pièce maîtresse. C'est le seul et unique bâtiment de combat de surface à propulsion nucléaire construit en Europe occidentale. Les seuls en dehors de l'Europe, enfin en dehors de la France, qui possèdent ce genre d'équipement, ce sont les États-Unis. Donc c'est véritablement un chevron de l'armée française, et ce chevron de l'armée française a été frappé par l'épidémie début avril. Et ce qui est assez intéressant, c'est que c'est un cas d'école pour comprendre la manière dont le virus va se propager. Le 8 avril, pour reprendre un petit peu la chronologie, le 8 avril, le ministère des Armées a annoncé dans un communiqué qu'une quarantaine de marins présentent des symptômes de la maladie du coronavirus. La mission du groupe aéronaval, dont la fin était prévue le 23 avril 2020, est en conséquence interrompue, et le porte-avions ainsi que les bâtiments qui l'accompagnaient vont devoir regagner leur port d'attache et le plus rapidement possible. En l'occurrence, pour le Charles de Gaulle, c'est Toulon. Une fois qu'il va être arrivé à Toulon, le porte-avions va subir de nombreux tests, une sorte de cellule de déconfinement également, de telle manière à éviter une propagation trop rapide de la maladie et à voir éventuellement quelles sont les personnes étant positives à mettre en quarantaine. Donc les marins infectés ont été transférés à l'hôpital Sainte-Anne, tandis que le reste de l'équipage, donc comme je l'ai dit, a été mis en quarantaine dans différents sites militaires à Toulon, à Saint-Mandrier et à Hyères. Dans un communiqué datant du 15 avril, le ministère des Armées a annoncé que 668 marins du groupe aéronaval ont été contaminés, dont la majorité appartient donc à l'équipage du porte-avions. Et donc, une hospitalisation à l'hôpital Sainte-Anne a été nécessaire pour 31 d'entre eux, dont un qui a été admis en service de réanimation. Donc, concernant l'origine de cette contamination, elle n'a pas été encore établie et elle étonne car les premiers symptômes se sont déclarés au-delà de la période d'incubation normale du coronavirus de 2 semaines. Et donc, en fait, au fil de différentes enquêtes, il semble qu'une escale à Brest le 13 mars 2020 et jusqu'au 16 mars semble être à l'origine de la contamination, puisque certains marins n'auraient pas respecté les ordres donnés par le commandant de bord d'éviter tout contact sur Terre, notamment avec leur famille. Donc, ce qui est assez intéressant également, c'est que cela a quand même entraîné une lourde polémique et une enquête approfondie doit voir le jour. De plus, cette situation nous apprend des informations assez importantes sur le virus,
La promiscuité du navire a mis en exergue son caractère extrêmement contagieux. Le cas du Charles de Gaulle a démontré que les cas asymptomatiques et contagieux sont tout aussi préoccupants que les autres. Donc le troisième point d'actualité qu'on va pouvoir développer, c'est tout ce qui va concerner le moral et l'attitude des Français face au coronavirus. Effectivement, pour endiguer un petit peu le coronavirus, différents gouvernements, dont la France, ont décidé de façon très radicale d'imposer un confinement. Dans ce contexte inédit, les Français ont dû s'adapter, mais cela a eu des conséquences, je vais dire, psychologiques et également physiques sur eux. Donc effectivement, ce qui est assez intéressant déjà, c'est de voir la petite étude qui a été faite cette semaine par l'observatoire CTLM, donc qui mettait en avant le fait que par rapport à l'avant-confinement, comment vous sentez-vous psychologiquement? Et vous voyez quand même que il y a beaucoup de personnes qui vont mettre en avant le fait qu'ils sont moins bien, et notamment depuis le fait qu'on a allongé de 1 mois en fait ce confinement. La deuxième chose qui a été mise en avant par rapport à cela, c'est le fait que une large majorité des Français est inquiet, notamment pour différentes questions. Donc certes, la santé est importante, mais c'est surtout l'économie qui ressortait, notamment avec peut-être possiblement une crise mondiale qui pourrait arriver au niveau économique. Et également, de ce fait, c'est l'avenir de la France. Donc du coup, c'est la question des emplois et de la santé qui va véritablement marquer les Français en cette période. Également, une petite majorité se posait la question de la date du 11 mai, puisqu'il la considérait comme peut-être un peu prématuré, mais ça, on le reverra tout à l'heure. De plus, avec cette dimension psychologique, on peut mettre en avant la dimension physique. En effet, le confinement est à l'origine de situations dramatiques. Donc les plus démunis sont ceux qui souffrent le plus de cette situation. En effet, outre l'isolement social, des millions de Français vivent dans l'insalubrité, dans le surpeuplement, souvent dans des espaces qui sont véritablement réduits. Donc cela ne fait que compliquer la situation de vie des Français. Il est intéressant que cette semaine, l'UNICEF notamment a fait une étude dans laquelle elle mettait en avant le fait que les enfants les plus défavorisés seraient en grave situation de fragilité alimentaire, puisque les cantines fermées ne permettent pas en fait une diversification et une fréquence alimentaire respectable pour les enfants. D'ailleurs, dans cette étude, l'UNICEF rappelait ce chiffre terrible que 1 enfant sur 5 vit actuellement sous le seuil de pauvreté en France, soit environ 3 millions d'enfants. À côté de ça, il y a également un autre problème qui est ressorti cette semaine, c'est le fait que les personnes ne viennent plus se faire soigner. C'est-à-dire que par peur d'attraper le coronavirus et par rapport au fait que les consignes sont de rester chez soi, beaucoup de malades, notamment qui ont des maladies chroniques, cardiaques, des diabètes, toutes ces personnes-là, en fait, ne vont plus se faire soigner. C'est le constat qu'on peut le faire notamment dans certains hôpitaux, c'est-à-dire que on a une baisse de la fréquentation de 41% chez les médecins généralistes et de 71% chez les spécialistes. Certes, certains cabinets sont fermés et font de la télémédecine, mais le fait que les personnes non atteintes du coronavirus n'aillent plus se faire soigner fait craindre en fait au gouvernement une deuxième crise sanitaire liée au coronavirus, mais dont les personnes ne sont pas atteintes du coronavirus. Donc je tiens quand même à préciser que cela part d'une observation qui a été faite en Italie, notamment à Bergame, où on a eu un réel problème avec ce souci-là. Malgré le coronavirus, la plupart des hôpitaux se sont équipés et disposent d'une aile isolée pour justement en fait s'occuper de ces cas. Donc il faut bien faire l'effort d'aller se faire soigner malgré les circonstances. À ces situations dramatiques, il y a également le comportement des gens qui est en question dans cette période de confinement.
C'est-à-dire que malgré les plusieurs élans de solidarité, il y a également des comportements assez saugrenus qui ont pu être ressortis. Déjà, on a constaté notamment au 17 une multiplication assez importante de la dénonciation des personnes qui manqueraient en fait aux restrictions de déplacement. Donc les services de police et gendarmerie déplorent notamment la multiplication des mails, des SMS, des tweets ou encore des photos où l'on peut reconnaître des personnes, posant un réel problème sur la légalité de ces preuves. Donc, concernant ces affaires, si certaines autorités ont appelé à la tolérance et également à la mesure, certaines localités se sont fait remarquer négativement, notamment comme à Montgeron en Essonne, où le maire a appelé au témoignage du non-respect du confinement, créant une réelle polémique. À côté de ça, le comportement de certaines personnes a pu être remis en question donc, concernant le confinement. Notamment, on a vu de nombreux Parisiens quitter la capitale pour aller se confiner dans leur résidence secondaire. Donc déjà fin mars, par endroits, cela causait des crispations chez les habitants et au niveau du corps médical. Mais avec les vacances, on a vu une recrudescence de ces arrivées. Notamment sur la côte ouest de la France. Donc par exemple, vous avez le maire de La Baule qui a constaté qu'il arrivait ces derniers temps de nouvelles plaques. Donc là, je reprends notamment un article du journal Ouest France. Il a indiqué que sa population était passée à 40 000 habitants contre 17 000 en temps normal. Que le réel problème par rapport à tout ça, c'est le fait des incivilités qui sont liées à leur arrivée, puisque beaucoup de Parisiens sont aperçus dans les rues, en train de flâner sur la plage, et également entraînent des problèmes concernant les stocks alimentaires, puisque certaines épiceries en fait sont envahies par ces nouveaux arrivants et cela a créé un réel problème pour la durabilité de leur stock. Cette situation a été dénoncée par Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui a vilipendé les personnes de leur indiscipline et a appelé notamment les maires à durcir leurs mesures concernant le confinement. D'ailleurs, certains maires, à l'image de celle de, n'ont pas hésité à prendre des décisions. Donc, notamment à Paris, on a interdit tout ce qui est pratique du footing entre 10h et 19h. D'autres maires ont mis en place d'ailleurs des couvre-feux. Enfin, l'autre cas qui met en question les comportements, c'est la question de la violence conjugale. J'avais déjà parlé la semaine dernière de la violence contre les enfants, mais là, la violence conjugale est véritablement mise en question puisque le ministère de l'égalité des hommes et des femmes a annoncé une multiplication par 5 des violences conjugales. Par exemple, la plateforme arrête lesviolences.gouv.fr a enregistré la semaine dernière plus de 400 cas et cela est débouché dans 40% des cas l'ouverture d'une procédure. Je rappelle que le 119, le 3919 sont des lignes qui sont mises en place pour témoigner et pour ne pas hésiter à évoquer ces sujets-là. Mais face à cette situation, le ministère a décidé également de mettre en place des lignes d'écoute psychologique destinées à ceux qui pourraient faire passer à l'acte ou qui ont fait ces actes afin justement de les raisonner vu la situation. 1, c'est le chiffre de la semaine, comme la première année concernant ce triste anniversaire de l'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris le 15 et 16 avril 2019. Cette catastrophe a entraîné notamment la destruction de la flèche qui, par son effondrement, a provoqué l'écroulement de la voûte, de la croisée du transept, d'une travée de la nef, ainsi que l'effondrement d'une partie de la charpente. Donc les interventions très délicates des pompiers
avait permis toutefois de sauver les fameuses 2 tours ainsi que la plupart des trésors de cette cathédrale. Je rappelle que ces images avaient quand même suscité une émotion au niveau mondial, donc outre les multiples témoignages de nombreuses personnalités publiques, même des anonymes, une cagnotte record avait été récoltée en un temps très court afin de contribuer à la reconstruction de cette dernière. Donc effectivement, je vous rappelle, la cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est un mythe véritablement de la ville de Paris et c'est notamment grâce à l'œuvre de Victor Hugo. Euh, un an après, la situation, elle a quand même peu évolué, hein, si on doit parler de cet anniversaire, puisque le président Emmanuel Macron a réaffirmé la promesse dans un discours cette semaine de reconstruire la cathédrale en 5 ans. Donc le chantier est pourtant en sommeil depuis le 16 mars. Et il faut bien souligner qu'on n'est pas encore en phase de restauration, puisque on est quand même encore en situation d'urgence par rapport à la solidité du bâtiment. Également concernant l'enquête, ben tout simplement elle est au point mort, puisque si la thèse d'un auteur présumé a été écartée, euh, la piste d'un dysfonctionnement du système électrique ou également d'une cigarette mal éteinte semble privilégiée, mais il faudrait des investigations beaucoup plus poussées pour en être sûr. Enfin, il y a encore le débat concernant la reconstruction en elle-même, puisque il y a 2 écoles qui sont en train de s'opposer entre d'un côté l'école qui veut la reconstruire à l'identique avec les méthodes à l'identique, tandis que une partie des architectes dits contemporains veulent faire un projet moderne avec des constructions modernes, comme vous pouvez le voir sur la diapo, concernant justement la flèche et également la charpente. Donc dans les infos en bref de la semaine, on peut notamment évoquer le fait que le ministre Édouard Philippe a décidé, après 5 semaines de confinement, le droit de visite en EHPAD, sous certaines conditions, notamment le fait que l'on doit éviter tout contact physique et que la visite ne peut être que demandée par un résident sous l'observation des directeurs des EHPAD. Je rappelle, les EHPAD, c'est tout ce qui va concerner les maisons de retraite et les établissements pour handicapés. Également, le Tour de France, événement majeur du calendrier sportif, a été officiellement reporté pour la rentrée, c'est-à-dire qu'il va avoir lieu du 29 août au 20 septembre, au lieu du mois de juillet. L'annulation n'a pas été envisagée, le Tour n'ayant été annulé que 2 fois dans l'histoire, notamment durant la Seconde Guerre mondiale. Enfin, pour terminer, on peut évoquer l'interview dans le Financial Times d'Emmanuel Macron qui met en avant le fait qu'il ait des doutes concernant la gestion de la crise en Chine, remettant notamment en question le fait que certains points n'ont pas été mis en avant par le gouvernement chinois. Comme dit précédemment, les États-Unis sont le pays le plus touché du monde, avec un bilan d'environ 40 000 morts et pratiquement 750 000 cas recensés. Donc je l'ai dit aussi tout à l'heure, la ville de New York est la plus touchée, et c'est dans cette ville précisément où on va voir la situation la plus terrible. Donc je vous rappelle quand même que c'est une ville où les hôpitaux sont saturés. On a dû faire venir des bateaux hôpitaux et des hôpitaux de campagne, notamment à Central Park. De plus, on a vu des corps recouverts par des draps ou des bâches transportés par des employés en combinaison de protection sur des civières dans des camions réfrigérés commandés par la ville, ainsi que on a pu voir cette scène que vous avez juste en diapositive, des sortes d'enterrements temporaires dans des parcs municipaux ou encore dans l'île d'Art Island, qui est proche du quartier du Bronx, où reposent déjà dans des fosses communes près d'1 million de New-Yorkais
souvent pauvres et indigents, pour donc du coup cette île est utilisée pour des enterrements temporaires et devrait continuer à être utilisée si les besoins augmentent. Également, je vous rappelle que la situation est aussi terrible aux États-Unis puisque c'est la population afro-américaine qui est la plus touchée, notamment à la Nouvelle-Orléans, vous avez 70% de la population qui est touchée. Mais ça, je vous amène à regarder la vidéo précédente par rapport à cette situation. À cette situation catastrophique sanitaire, on peut mettre en avant la véritable catastrophe économique qui touche le pays, puisque la semaine dernière, le pays a enregistré plus de 5 millions de nouveaux demandeurs d'allocation chômage, donc un niveau qui est toujours historiquement élevé et pour la 4e semaine consécutive. Donc au total, on compte 22 millions de personnes qui ont demandé l'allocation chômage. Donc en gros, ça représenterait 8 chômeurs supplémentaires par seconde. Donc les administrations chargées du chômage et leurs serveurs informatiques ont notamment peiné pour répondre à la demande, à cette demande qui est inédite. Et il faut bien se noter que cette situation ne devrait que s'aggraver les prochaines semaines, comme peuvent le témoigner les différents serveurs de recherche d'emploi. Également, ce qu'il faut noter, c'est que malgré la force économique des États-Unis, certaines études évoquent un retour à la normale seulement pour 2022. De plus, les mesures de confinement drastiques de certains États empêchent l'œuvre des associations caritatives et on a véritablement des réels drames et des scènes surréalistes qui se jouent en ce moment aux États-Unis, notamment à Pittsburgh, où une seule banque alimentaire était ouverte et donc a fait la distribution de denrées alimentaires pour les plus défavorisés. Et cela a entraîné notamment une file d'attente monstre s'étendant sur plus de 16 kilomètres. Donc, scène que l'on a vu se reproduire notamment dans d'autres villes comme à San Antonio, dans le Texas, montrant l'étendue de la catastrophe actuelle aux États-Unis au niveau social. Cette situation inédite aux États-Unis a obligé le gouvernement américain à débloquer un plan de 2 milliards de dollars d'aide, ainsi que la mise en place d'un plan de redémarrage pour anticiper l'après-confinement. Donc du coup, le redémarrage, selon le gouvernement, donc ce serait état par état, donc progressif, et ça devrait toujours suivre la même phase, c'est-à-dire que tout d'abord les restaurants, salles de sport devraient réouvrir sous certaines conditions, mais pas encore les écoles et les bars. Le port du masque fortement conseillé et le télétravail préconisé. En phase 2, si un rebond n'est pas constaté, on doit poursuivre les mesures en place et éventuellement les écoles et les voyages sont de nouveau réouverts. Et en phase 3, c'est la levée générale des restrictions avec un maintien des distanciations sociales. Le Texas et le Vermont ont autorisé certaines activités à reprendre lundi dernier, tout en exigeant des mesures adéquates de distanciation sociale. Également, face au confinement, on a vu apparaître des manifestations anti-confinement. Effectivement, beaucoup d'Américains jugent le confinement comme étant responsable en partie de la crise économique. Et donc, du coup, vous avez beaucoup de manifestations qui se sont multipliées ces derniers temps. D'ailleurs, Donald Trump lui-même a semblé justifier les manifestations, estimant que certains gouverneurs étaient peut-être allés trop loin au niveau du confinement. La plus importante s'est déroulée à Lansing, capitale du Michigan, où quelques 3000 personnes ont vilipendé les mesures de confinement de la gouverneure. Ces mouvements devraient continuer les semaines à venir, notamment vendredi prochain dans le Wisconsin. Donc maintenant, on va aller en Inde,
où le pays est à l'isolement depuis le 25 mars et ce confinement devrait durer à peu près jusqu'au 3 mai au lieu du 14 avril, date qui avait été annoncée auparavant. Donc je vous rappelle, l'Inde c'est 1,3 milliard d'habitants et c'est le deuxième pays le plus peuplé de la planète. Donc pour justifier la décision de prolonger le confinement, le ministre a évoqué le fait que malgré la situation qui semble être sous contrôle, l'Inde ne doit pas baisser la garde. Donc officiellement, les chiffres, c'est 161 000 personnes qui ont été contaminées contre simplement 519 morts, je dis simplement par rapport à la France. Euh, il a par ailleurs avancé un renforcement des contrôles de police, mais certains assouplissements pourraient avoir lieu sous condition au fil de la situation. Donc si la situation semble normale dans un premier abord, la situation est véritablement loin d'être idyllique en réalité. Tout d'abord, de nombreux experts redoutent une catastrophe à retardement du fait du poids démographique et des densités élevées du territoire, euh, et notamment en termes de carences sanitaires et également la faiblesse de l'équipement hospitalier. En effet, il y a des millions de pauvres qui vivent dans des espaces exigus et où véritablement les conditions d'hygiène ne sont pas du tout respectées. De plus, les pratiques sociales s'articulent toujours autour de la vie en communauté, donc une véritable difficulté pour avoir des mesures barrières. On craint une tragédie qui pourrait être assez importante. De plus, l'annonce précipitée le 24 mars du confinement n'a laissé que 4 heures à la population pour se préparer au confinement et la panique a été totale. Donc vous avez notamment beaucoup de manutentionnaires et de journaliers qui sont originaires de villages qui ont dû repartir de la ville précipitamment. Et cet exil soudain a entraîné malheureusement une tragédie assez importante puisque l'on a dénombré une vingtaine de personnes mortes sur les routes. À côté de ça, il y a les méthodes policières qui sont assez ambivalentes, c'est-à-dire que si certains se font remarquer, notamment par leur originalité, notamment comme on peut le voir sur la diapositive, avec ce casque de prévention, en fait, plus que pour se faire remarquer, c'est de la prévention qui est faite autour du coronavirus. D'autres, en fait, se font remarquer par rapport à leurs méthodes qui sont pour le moins beaucoup plus radicales, puisqu'on n'hésite pas à être violent contre les personnes qui contreviennent au confinement. Donc les sanctions, elles sont assez importantes également, puisque ça là, peut aller jusqu'à 1 an de prison si vous ne respectez pas les règles actuelles. Et d'ailleurs, au niveau des sanctions, il y en a une assez originale qui a été faite cette semaine, puisque 10 touristes étrangers ont été forcés d'écrire 100 fois « Je n'ai pas suivi les règles du confinement, je suis désolé ». Donc vous voyez quand même que cette situation est un petit peu particulière au niveau de tout ce qui est, prévention. Enfin, il faut savoir que la situation a entraîné une recrudescence des discriminations contre à la fois les touristes et également les musulmans qui sont accusés d'avoir contribué à la venue du virus et à sa propagation. Par exemple, différents articles de presse soulignent l'expulsion de ces deux catégories sociales de leur logement par leurs voisins. De même, on constate une multiplication des violences contre les musulmans. Troisième pays qui est au cœur de l'actualité, c'est l'Iran. Donc l'Iran, elle est officiellement touchée depuis le 19 février et a un bilan de 5118 morts pour 82 000 contaminés à peu près. Donc les chiffres semblent sous-évalués en raison du faible nombre de tests effectués. L'Iran, c'est le pays le plus touché du Moyen-Orient. Pourtant, ce pays a décidé de ne pas imposer de mesures strictes de confinement à la population. En effet, elle a décidé de privilégier surtout l'aspect économique
puisque le territoire est en proie à de nombreuses difficultés dans ce domaine-là, depuis notamment les sanctions américaines contre le pays. De ce fait, en fait, les entreprises de commerce non alimentaire à faible risque ou à risque moyen ont pu rouvrir leurs portes depuis samedi dernier. Même si véritablement on a vu une amélioration, la situation sanitaire reste fragile. Notamment, il y a un cas qui est assez intéressant, c'est que on peut voir, notamment dans les prisons, que la situation est loin d'être réglée. Déjà, en prison, il faut savoir que les prisonniers sont assez marginalisés et les prisons, en fait, n'ont pas les conditions nécessaires pour répondre aux défis sanitaires. C'est-à-dire que il n'y a pas de savon, certaines prisons sont privées d'eau, des, des conditions assez exceptionnelles, et en plus de cela, elles sont surexploitées, notamment depuis les manifestations de novembre. Comme solution, l'Iran a libéré provisoirement environ 85 000 détenus, donc c'est-à-dire seules les personnes qui étaient condamnées à moins de 5 ans de prison. Mais malgré ces mesures, euh, les conditions restent absolument terribles dans les prisons, et cela a entraîné notamment un vent de révolte dans ces lieux-là, un peu partout en Iran. Donc beaucoup de mutineries qui malheureusement ont entraîné de nombreuses représailles également, puisqu'on a compté dans une centaine de prisons à peu près une dizaine de prisonniers qui se seraient fait tuer. Donc véritablement une situation qui est extrêmement délicate et explosive. Sinon, en bref, on peut citer le fait qu'il y a eu un incident absolument gigantesque à Tchernobyl, euh, autour du lieu de la zone d'exclusion entourant la centrale nucléaire de Tchernobyl, qui s'est fait connaître tristement en 1986 pour être l'accident nucléaire le plus important de l'histoire. Donc si les autorités ukrainiennes disent qu'ils ont maîtrisé l'incident, de nombreuses questions se posent quant au risque de retombées radioactives. Également, on peut citer le fait que le Danemark et l'Autriche sont en phase de déconfinement, et ce qui est un véritable laboratoire pour les autres pays européens. Notamment au Danemark, on a rouvert les écoles cette semaine. On peut également citer que le Sénégal connaît une crise au niveau de la pêche, puisque le coronavirus empêche simplement la vente des poissons, donc grosse crise économique également sur le territoire. On peut également citer le fait que le concert One World a eu lieu samedi soir et a permis de récolter 130 millions de dollars pour la médecine. Maintenant, nous allons évoquer le sujet de la semaine qui est la reprise de l'école le 11 mai. À partir du 11 mai, nous rouvrirons progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. C'est pour moi une priorité. Donc, outre le fait qu'elle a permis d'avoir un aspect concret concernant le calendrier, cette date du 11 mai a surtout suscité de nombreuses questions telles que les élèves reprendront-ils tous l'école le 11 mai, dans quelles conditions pédagogiques et sanitaires cela va-t-il se dérouler. Donc à 3 semaines de l'échéance, on a à la fois les parents d'élèves, mais également de nombreux syndicats de professeurs qui se posent énormément de questions. D'ailleurs, certaines villes comme Tulle ou Lille ont dit qu'elles ne voyaient pas comment rouvrir les écoles le 11 mai dans les meilleures conditions. Certains élus, comme Xavier Bertrand, qui est le président des Hauts-de-France, n'a pas hésité à dire que peut-être que le 11 mai était quand même un peu précipité, puisque lui, comme beaucoup d'autres concitoyens, s'était fait à l'idée que la rentrée officielle aurait lieu simplement en septembre. Donc les recteurs ont tenté de véritablement jouer un petit peu la carte du côté de l'assurance, c'est-à-dire qu'en mettant en avant le fait que c'est plus une remise en route qu'une rentrée, mais
il y a quand même beaucoup de questions qui ont fait débat cette semaine. Et donc, j'ai décidé de reprendre l'essentiel des questions qui ont été posées et avec le croisement de différentes sources, essayer d'y répondre. Tout d'abord, qui reprendra véritablement le 11 mai? Donc déjà, la question va être simple, c'est probablement seuls les enseignants qui vont reprendre, puisque ce serait éventuellement une pré-rentrée pour en fait amener les élèves à rentrer éventuellement le 12 mai. Également, le chef de l'État a parlé d'une rentrée qui serait progressive, c'est-à-dire que tout le monde ne rentrerait pas en même temps. Cela se ferait région par région. Également concernant les élèves qui sont concernés, le Premier ministre dimanche soir a parlé des 5 à 10% d'élèves pour lesquels le lien avec l'école a été rompu durant cette période de confinement. Jean-Michel Blanquer dit vouloir soubler les classes et les catégories d'élèves considérées comme prioritaires. Et donc du coup, dans le second degré, il a dit notamment vouloir cibler avant tout les élèves des filières professionnelles. Après, il y a beaucoup de syndicats qui ont dit de faire attention à ne pas stigmatiser notamment certains élèves. Également, il faut savoir que il va y avoir sûrement un choix des élèves qui va être fait, mais cela va quand même être fait de façon arbitraire et cela va être un débat dans les jours à venir. Et donc maintenant, deuxième question, c'est est-ce que l'école va-t-elle être obligatoire? Donc, bien sûr, vu ce que j'ai dit juste avant, l'école ne va pas être obligatoire. C'est-à-dire que, en fait, elle sera bien obligatoire, mais pas pour tout le monde tout de suite. Donc, il va y avoir forcément, c'est le ministre de l'Éducation qui l'a dit, une période de transition durant laquelle, pendant quelques semaines, le retour à l'école pourra se faire sur la base, tout simplement, du volontariat. Autre question, faudra-t-il finir les programmes? Donc ça va concerner notamment les filières qui ont passé des examens à la fin de l'année. Donc les mois de mai et de juin n'auront en fait tout simplement rien à voir avec les années précédentes, tout comme sûrement en fait septembre et octobre a prévenu notamment Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation. Donc le but n'est pas de finir les programmes coûte que coûte, mais en fait de se resocialiser. Donc pour les élèves de terminale, cela pourrait dire tout simplement qu'on essaiera de les préparer à l'enseignement supérieur plutôt qu'à de travailler véritablement la fin des programmes. Un protocole national de reprise devrait être recommandé dans les jours à venir aux enseignants afin notamment de ne pas multiplier les devoirs surveillés et ainsi que les bacs blancs. Également la question du redoublement se pose. Donc cette question du redoublement à la demande, donc le ministre a clairement dit qu'il y aurait plus d'inconvénients que d'avantages à faire un redoublement à la demande. Concernant les règles sanitaires, là on va avoir l'un des points importants de la question, puisque le ministre a évoqué le scénario de moitié de classe qui aurait cours physique une semaine sur deux et a éventuellement mis en avant le fait qu'il y aurait des demi-groupes de 10 à 20 élèves dans les lycées. Le nombre serait peut-être différent au collège. L'autre moitié de la classe aurait cours en visioconférence. Ils pourraient être soit dans un coin d'établissement, soit chez eux, avec des ressources numériques à distance qui seraient à peu près similaires à celles du confinement. Donc on se prépare en fait à un mélange entre cours physiques et cours à distance, notamment dans les collèges et les lycées. Le problème, c'est que beaucoup de syndicats ont mis en évidence le fait que s'ils doivent reprendre le travail, il faut qu'il y ait une politique massive de tests qui soit développée et à l'heure actuelle, le gouvernement n'en est pas forcément capable. Également, il y a la question de la désinfection de l'établissement. Donc, comment on peut désinfecter de façon très efficace à la fois le matin et l'après-midi. Donc, cela pose des soucis. On devrait avoir des informations dans les semaines à venir. Alors, j'ai repris également une question qui s'est posée, c'est peut-être recours aux enseignants volontaires.
Donc là, pour l'instant, on ne se dirige pas vers des débats autour de cela, puisque c'est la mission première des enseignants. Mais des syndicats montrent leurs réserves si les conditions sanitaires ne sont pas respectées. Enfin, il y a la question des cantines qui s'est posée. Donc, pour l'ouverture des cantines, plusieurs hypothèses sont envisagées dans chaque collectivité. Dans le secondaire, ce sera soit un service de restauration aux horaires aménagés pour permettre à des petits groupes de manger, soit une sandwicherie qui serait ouverte pour tous. Donc voilà un petit peu les premières nouvelles concernant cette reprise du 11 mai qui, vous le voyez, pose de nombreuses questions et de nombreux débats. Maintenant, nous allons passer à la dernière partie qui va concerner la fake news de la semaine. Et cette fake news, elle va concerner la 5G et le coronavirus, qui a eu énormément de succès depuis le début de la crise. Donc, je vous l'avais dit, comme nous sommes dans une pandémie qui touche une grande partie de la population, forcément, vous allez avoir un nombre de fausses informations qui vont être mises en avant, et le lien entre 5G et coronavirus est l'une des théories qui a le plus de succès sur les réseaux sociaux. D'où vient cette théorie? C'est tout simplement, en fait, dans un journal, un médecin généraliste belge aurait alerté des dangers pour la santé de la 5G. Pour l'instant, ce sont d'ailleurs des risques non étayés à l'heure actuelle, mais en fait, il a été questionné également sur la pandémie naissante et l'activation des antennes 5G, et le médecin expliquait prudent: je n'ai pas fait de vérification des faits, tout en ajoutant, il peut y avoir un lien avec l'actualité. Mais de là, l'article, même s'il a été retiré, vous avez tous les théories du complot qui ont commencé à venir s'agréger, et tout simplement, vous avez beaucoup de personnes qui ont repris cette théorie. Donc, pêle-mêle, la 5G favoriserait la propagation du virus en affaiblant le système immunitaire. La 5G provoquerait des symptômes semblables à ceux du coronavirus. Le virus a été créé par l'homme et à cause de l'implantation de stations 5G à Ouran. Le confinement serait une couverture pour installer des antennes, car le virus n'existerait pas. Donc on a des théories en tout genre. Et cette semaine, et un petit peu la semaine d'avant, en France, on a vu notamment apparaître cette carte qui mettait en avant le fait que les zones d'implantation de la 5G correspondraient aux zones on aurait l'implantation du coronavirus. Bon, bah, tout simplement, cette carte, c'est une fake news. Hein, il faut bien le mettre en avant, puisque cette deux cartes, en fait, le problème, c'est que la source, en fait, met en avant effectivement de la technologie, mais c'est de la fibre optique et non pas, en fait, la 5G. Si en fait on regardait la vraie carte de la fibre optique, on verrait que tout simplement on a l'absence d'expérimentation d'antennes 5G, notamment dans le Grand Est. Donc forcément, on peut remettre en question cette théorie. De même, enfin, le lien direct entre 5G et coronavirus, il n'y a absolument aucun spécialiste mondial, éminent spécialiste mondial, qui en a fait le lien. Donc il faut vraiment faire très attention à ce qui est développé. D'ailleurs, afin de rassurer la population, l'Organisation mondiale de la santé a fait paraître un communiqué mettant en avant le fait qu'il n'y a aucun lien entre 5G et coronavirus. Et ils ont dû être obligés de faire ça parce que malheureusement, on a pu voir dans le monde réel une propagation de cette fausse information, puisque notamment en Angleterre, on a pu voir notamment une femme prendre à partie les ouvriers, les accusant d'installer une antenne 5G qui tue. Et également, on a pu voir, toujours en Angleterre, des antennes 5G commencer à être incendiées.
Ladies and gentlemen, how's it going? Once again, your boy Nev from Nev's Tech Bits, and some dumb bastard in the UK decided it was time to burn down a 5G tower. Now, 5... Donc c'est pour cela qu'il faut faire quand même très attention aux fake news et montrer véritablement que toute information doit être vérifiée car cela peut avoir des conséquences. En tout cas, j'ai plus qu'à vous remercier puisque ce récap de l'actualité est terminé. Je suis désolé par rapport à l'éclairage juste derrière moi, mais effectivement, les conditions atmosphériques ont fait que la lumière s'est peu à peu assombrie à cause des nuages. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.